Fais attention à ma mousse. Mes lichens, mes petites bêtes enfin. Si tu veux t'asseoir, tu as un canapé chez toi, non? Dieu, c'est toi? Mais non, bougre de gland. C'est moi qui te parle. Mais qui ça? Moi? Ben le bois. Enfin. Bah, ça paraît peut-être évident pour toi, mais moi j'ai jamais vu un bois qui parle. Et ça ne date pas d'hier, mon petit. Je peux te dire qu'avec mes rochers et mes arbres, on est là depuis un bon bout de temps. Et depuis combien de temps? Tu as l'air bien curieux. Tu veux que je te raconte la petite histoire de mes rochers, peut-être? Oui, pourquoi pas? Alors déjà, ce qui fait la particularité de Paille-Olive, c'est sa roche calcaire. Elle s'est formée il y a environ 140 millions d'années. À cette époque, bien sûr, les Alpes n'existaient pas, et la France était sous un océan. Dans le centre de la France, les eaux étaient peu profondes, et il y a prospéré beaucoup d'organismes, notamment du plancton, ce qui a donné un dépôt de boue calcaire sur le fond marin, et qui petit à petit, au fil des millions d'années, a donné cette roche sous la pression de l'eau. Il y a entre 50 et 10 millions d'années, le sud-est de la France est sorti des eaux, ramenant les roches calcaires en surface où elles ont commencé à subir l'action de l'érosion. La roche calcaire à la base est imperméable. Et Elle a été fissurée à la sortie des Alpes, ce qui lui donne son aspect assez particulier. L'érosion du calcaire se fait par l'eau, surtout si celle-ci est chargée en gaz carbonique. À ce moment-là, la roche devient très soluble, ce qui va créer des trous et des fentes, qu'on appelle grottes si c'est en profondeur, avec des rochers très découpés en surface qui sortent de terre, qu'on appelle un relief runiforme. Alors les fentes peuvent parfois être très profondes et vont se combler au fil des années de mètres, voire de dizaines de mètres de terreau très humide grâce aux parois rocheuses de chaque côté, qui va accueillir une végétation très luxuriante accompagnée de tout son cortège de biodiversité. Le soulèvement de ce massif calcaire a aussi une autre conséquence, c'est que les rivières vont s'encaisser petit à petit pour former les gorges de l'Ardèche, du Chassezac, mais aussi de la Beaume. Et dans ce massif dit karstique, on va avoir un réseau d'eau souterrain très important qui va s'étager sur plusieurs niveaux. Ce qui fait aussi la particularité du bois, c'est qu'il se situe à un carrefour géologique. Puisqu'en partant vers l'ouest et le massif central, on va trouver un terrain plus gréseux avec du schiste, et en se dirigeant vers les plaines, on va trouver un terrain plus sédimentaire, donc calcaire. Dans les gorges du Chassezac qui traversent Paille-Olive, on va pouvoir voir des couches successives de roches franchement démarquées, qui marquent la succession des périodes, plus ou moins calcaires, argileux ou marneux. Mais si tu me parles, ça veut dire que les rochers sont vivants? Mais bien sûr. Dis donc, tu m'as l'air peu renseigné pour quelqu'un qui veut se promener sur mes sentiers. Si tu veux devenir un vrai citoyen du bois, faut que je t'emmène rencontrer mon pote Oltoff. Ça me va. Voilà, donc nous sommes en plein dans les rochers de Paille-Olive. Et ces rochers, en fait, sont vivants, c'est-à-dire que ce sont des écosystèmes extrêmement fragiles et en même temps très riches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reconstituer sur eux, en voyant tout ce qu'il y a sur eux, on peut reconstituer 400 millions d'années d'évolution. C'est-à-dire comment la vie, sortant de la mer, a colonisé les terres émergées. Ça, on peut le voir très bien. Alors, une petite expérience qu'on peut faire, c'est que, vous voyez, en fait, ce qu'on voit, c'est pas la roche. La roche, on la voit pas. On voit des lichens, une croûte de lichen. Donc, si on gratte un peu cette croûte de lichen, avec un petit caillou ou un objet, vous allez voir apparaître de la couleur verte. Plus ou moins frappant, mais c'est bien vert clair, là, vert fluo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des algues. Des algues, des cyanobactéries exactement. Ce sont les premiers organismes qui sont sortis de la mer pour coloniser les terres émergées. C'est eux qui font la photosynthèse. En fait, on va les trouver sur les rochers, mais partout. Tout ce qui est vert, dans les feuilles des arbres, les plantes,
ce sont des cyanobactéries en fait dedans. Donc on est entièrement environné de cyanobactéries qui font la photosynthèse. C'est grâce à elles qu'on peut respirer et vivre. Sur ces algues, il y a une réflexion quand même qui peut venir, c'est que on s'imagine que les rochers sont plus durables que les formes de vie. Or, en fait, c'est pas ça. Les cyanobactéries, comme je l'ai dit, elles ont 400 millions d'années, et même voire plus, parce qu'elles sont sorties de la mer, donc elles ont certaines peut-être 1 milliard d'années, je ne sais pas. Mais en tout cas, les rochers que nous avons, là, ils ont 135 millions d'années, et dans, mettons, 50 millions d'années, ils seront complètement dissous. Là, il y avait une chaîne de montagnes à l'ère primaire qui a été complètement réduite à zéro. Alors que les cyanobactéries, elles, sont toujours là. Les formes vivantes sont beaucoup plus fragiles et en même temps beaucoup plus durables que les rochers. Les formes vivantes ne peuvent pas être abîmées, parce que nous, les humains, les abîment énormément. Mais justement, en détruisant les formes vivantes, ils détruisent un patrimoine beaucoup plus ancien même qu'une chaîne de montagnes. Il va y avoir ensuite les lichens, qui sont une symbiose entre les algues et les champignons. Alors les champignons, eux, il n'y a pas beaucoup de champignons là-dessus. Et pourtant, il y a une symbiose ici entre ces algues et des champignons. Alors, un rocher comme celui-là, vous avez peut-être une vingtaine d'espèces de lichens. Alors, ces lichens sont des êtres vivants, ils vont peu à peu se décomposent, ils forment des aspérités dans lesquelles va s'accumuler un tout petit peu de matière organique. Et là, va pouvoir s'accrocher les autres organismes suivants, sont les mousses. Les mousses, alors, n'ont pas de racines, elles commencent quand même à se dresser, et elles captent l'humidité ambiante par l'humidité de l'atmosphère. Elles n'ont pas de racines pour pomper l'humidité. Donc ces mousses vont se développer. Elles ont des stratégies de reproduction sexuées ou pas sexuées, selon les cas. Mais enfin, elles vont s'étendre. Elles aussi, à leur tour, vont se décomposer. Ça va faire un peu plus de matière organique qui va s'accumuler dans des petites fentes, vous voyez, comme ici. Là. Et là-dessus vont pouvoir commencer les premières plantes. Alors vous avez des fougères, les premières plantes. Après, vous avez ici cette plante qui est une 130 de Lecoq. Et si vous regardez un peu plus haut, vous avez carrément des arbres qui vont pousser. C'est-à-dire que la matière organique s'accumule dans les fentes des rochers, dans les petites cuvettes, et ça leur suffit pour se développer. Un rocher qui a l'air comme ça minéral, sans vie, c'est un écosystème à part entière, très riche en espèces, et puis surtout, tous ces organismes se développent dans des conditions très difficiles, évidemment, très peu d'eau, beaucoup de chaleur. Donc il y a une spéciation assez intéressante. Les milieux rocheux, ce sont des derniers milieux primaires qui nous restent. Partout ailleurs, que ce soit les forêts, les eaux, ça a été complètement bouleversé par les activités humaines. Les rochers, eux encore, les milieux rupestres, sont normalement à peu près intacts, parce qu'on n'a jamais eu l'idée de cultiver là-dessus. Mais par contre, alors à Paille-Olive, il y a un très gros ennui, il y a un développement complètement anarchique d'équipements en voie d'escalade. Alors ça vise soit les rochers, soit les grandes falaises. Alors c'est hallucinant, il faut savoir que dans les gorges du Chassezac, qui font peut-être, 4-5 km, il y a près de 800 voies d'escalade. C'est-à-dire que pour faire une voie d'escalade, on détruit le milieu, parce que d'abord, on fait tomber les rochers, on enlève les végétaux, on coupe les arbres. Il n'y a pas que le dérangement des oiseaux nicheurs. Souvent, on réduit les impacts de l'escalade au dérangement d'espèces nicheuses. Et cet écosystème détruit, il mettra au moins 2-3 siècles à se reconstituer. Les escaladeurs qui viennent, ils ne s'en rendent pas compte. Ils prennent un équipement qui est déjà en place. Donc voilà. Mais les équipeurs ont une lourde responsabilité quand même. Eh ben, Yuz, on voit que ça fait un moment qu'il y habite dans cette forêt, ton bonhomme. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Va donc voir l'insectologue. Paille-Olive, n'oublions pas, c'est un éco-complexe, c'est-à-dire que c'est un ensemble de milieux extrêmement différents. Tu n'as absolument pas la même faune, ni les mêmes conditions écologiques, par exemple sur ce sentier,
ou dans le sous-bois, ou en fond de diaclase, ou au milieu d'une prairie, ou au bord du chasse-zac, ou sur une falaise, ou dans une grotte, etc. Tu as un ensemble de milieux extrêmement différents, et donc l'impact de la surfréquentation de paille-olive sur ces différents milieux sera complètement différent. Pour les insectes, les effets seront indirects. Par exemple, la faune aquatique. Elle sera impactée par la surfréquentation du chasse-zac de différentes manières. De manière indirecte par la pollution des eaux. C'est-à-dire que tu auras beau mettre des stations d'épuration. Alors évidemment, c'est très bien les stations d'épuration et c'est mieux qu'il y ait des stations d'épuration que s'il n'y en avait pas. Mais en aval d'une station d'épuration, il y a un rejet massif de substances organiques dans le cours d'eau. Et donc, il est parfaitement connu que la biodiversité d'un cours d'eau est toujours plus faible en aval d'une station d'épuration parce qu'il y a eutrophisation de la rivière, donc appauvrissement de la faune. Ça, c'est tout à fait classique et même un effet paradoxal dans le bassin de l'Ardèche de l'épuration de l'eau qui a eu lieu au cours des dernières décennies, c'est que la biodiversité a baissé suite à cette épuration parce que précisément, ça a concentré les polluants en aval des stations d'épuration, ce qui peut paraître paradoxal. Donc évidemment, du fait qu'il y a des milliers de gens qui viennent l'été, tout ça, ça fait une énorme pollution au niveau des stations d'épuration. Donc ça induit une énorme pollution des cours d'eau. Mais indirectement, ça induit des impacts négatifs sur la faune aquatique, dont font partie beaucoup d'espèces d'insectes. Alors évidemment, la solution, ce serait que tout le monde passe aux toilettes sèches, mais on est encore dans le domaine de l'utopie. Et dans le recyclage intégral, c'est-à-dire que normalement les déjections humaines ne sont pas faites pour aller dans l'eau. Tout animal qui se respecte fait ses besoins au sol et c'est recyclé directement dans le sol, comme engrais. Alors il y a un autre aspect, c'est que la surfréquentation fait que, comme il y a énormément de gens qui se baladent sur la rivière, il y a énormément de gens aussi au bord de la rivière. Or, indépendamment de la faune strictement aquatique, la faune qui est dans l'eau, il y a aussi la faune qu'on appelle ripicole, c'est-à-dire celle qui est dans la partie mouillée de la berge. C'est-à-dire, pour faire simple, dans les 2 premiers mètres à partir du bord de l'eau. Donc tu as un substrat qui est d'abord mouillé, puis qui, à mesure qu'on s'éloigne, s'assèche progressivement. Et là, tu as une faune tout à fait spécifique qu'on appelle ripicole, ce qui littéralement veut dire qui aime vivre au bord de l'eau, sur les rives. Et cette sphère-là, cette faune-là, est en régression phénoménale depuis une quarantaine d'années. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que je suis encore assez jeune pour avoir mes facultés, mais je suis assez vieux pour avoir du recul. Donc ça fait quand même une quarantaine d'années que je cherche des insectes dans la région, et j'ai vu de mes propres yeux les populations s'effondrer. Donc la faune ripicole a considérablement chuté, voire disparu dans bien des endroits, parce que ces animaux-là, d'une part, ont horreur de la pollution de l'eau, ont horreur des brusques variations de l'eau, qui sont induites par les lâchers de barrage réguliers du chasse-zac, mais surtout, le paramètre le plus important, c'est le piétinement. C'est-à-dire que ces animaux-là ne supportent pas le piétinement des berges. Or, par définition, quand il y a des milliers de touristes au bord de l'eau, ils piétinent les berges. Via les excréments et l'urine humaine, un impact d'eutrophisation des rivières, même s'il y a des stations d'épuration. Par ailleurs, la ripisylve est le siège d'une biodiversité qui lui est propre et qui n'existe que dans la ripisylve et pas ailleurs, parce que tout simplement, tu as un certain nombre d'espèces d'arbres, les peupliers notamment, les aulnes, pour ne prendre que les plus classiques, les saules, qui ne vivent que là et qui ont leur cortège d'animaux, d'insectes en particulier, d'insectes saproxyliques, cortège d'animaux, donc il faut que les ripisylves existent pour que cette biodiversité existe. Ne parlons pas aussi que c'est le biotope d'une quantité énorme d'oiseaux et de mammifères, y compris la loutre, le castor, mais enfin la loutre et le castor ne sont pas menacés d'extinction, ils sont plutôt en expansion, ce qui est une bonne nouvelle d'ailleurs.
il y a d'autres types d'impacts, mais qui sont généraux, engendrés aussi par une fréquentation touristique massive. C'est la folie de notre époque contemporaine qui consiste à trouver que la nuit, il ne faut pas qu'il fasse nuit, mais qu'il faut qu'on y voit comme en plein jour. Ce qui est une aberration mentale. La nuit, c'est noir et c'est fait pour être noir et c'est fait pour dormir. C'est pas fait pour y voir comme en plein jour. Et si on veut y voir, on a une lampe de poche, on éclaire. Ne parlons pas, mais il faut quand même le citer en passant, des pesticides, parce qu'il y a quand même des zones cultivées un peu partout. Des pesticides qui empoisonnent les campagnes et engrais qui eutrophisent les rivières, parce que les engrais, en dernière analyse, par le ruissellement, se retrouvent dans les eaux. Alors, c'est assez grave, parce que là, on transforme toutes nos rivières en égouts. Où sont les rivières pures que je connaissais quand j'avais 15 ans, il y a une quarantaine d'années? Nos rivières sont devenues des égouts. Et des quantités de rivières qui étaient des biotopes, où quand on donnait un coup de filet dans l'eau, on le remontait rempli de dithyques. Maintenant, il n'y a plus un seul dithyque. Donc, je veux dire, il y a un appauvrissement de la faune aquatique qui est considérable. Paille-Olive est la seconde forêt méditerranéenne après la Massane pour le nombre d'espèces saproxyliques patrimoniales qui sont présentes. Il n'y a qu'une ou deux espèces de différence. On sait que globalement à l'échelle du monde, la région méditerranéenne prise comme un tout, le circum-méditerranéen, est un hotspot. Et Paille-Olive est un de ces hotspots dans le hotspot. Ce qui est extraordinaire à Paille-Olive, c'est que donc il y a à la fois, et c'est unique à l'ouest du bassin méditerranéen, il y a à la fois le pic prune, comme parmi les cétoines présentes dans la même forêt. Il y a le pic prune, il y a la lugubris, qui est une espèce non méditerranéenne de cétoine, dont c'est la seule station en zone méditerranéenne, Paille-Olive. Il y a donc la cétoine bleue, et il y a la grosse cétoine, la Speciosissima. C'est absolument unique à l'ouest du bassin méditerranéen, qui est les 4 espèces présentes en même temps dans la même forêt. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et d'une manière générale, pour les coléoptères saproxyliques, Paille-Olive est d'intérêt numéro 1. Mais pas que pour les coléoptères saproxyliques. Les collègues qui étudient les mouches ont été émerveillés par la biodiversité des mouches présentes à Paille-Olive. Déjà, on est à un carrefour biogéographique de fait. C'est-à-dire qu'à Paille-Olive, on rencontre de la faune de montagne, Massif central, et de la faune de basse altitude. On rencontre aussi de la faune méditerranéenne et de la faune qui ne l'est pas, disons Europe centrale, Europe du Nord, parce qu'on est à la limite du climat méditerranéen. Et ça peut aller très loin, parce que par exemple, pour les mousses, on peut avoir sur le flanc sud d'un rocher des espèces méditerranéennes, et sur le flanc nord du même rocher des espèces montagnardes. Donc les micro-habitats peuvent être différenciés sur le même rocher. Et on a des choses équivalentes, par exemple, vous descendez dans un fond de diaclase, par exemple la lugubris, qui est une cétoine qui est non méditerranéenne, eh bien elle est à Paille-Olive sur une butte où il y a des châtaigniers qui poussent sur un terrain non calcaire. Donc la lugubris, elle est là, dans les châtaigniers creux. C'est une espèce d'oasis non méditerranéenne dans une zone méditerranéenne. C'est du tonnerre, c'est sensationnel. Donc on a ce côté de carrefour. Donc on a des quantités d'espèces méditerranéennes qui, à Paille-Olive, vont être en limite nord de répartition. Inversement, on a des espèces montagnardes ou boréales ou d'Europe centrale qui vont être en limite sud de répartition. On a un certain nombre d'espèces qui vont être en limite ouest de répartition aussi, en limite occidentale, comme par exemple la cigale d'Imisalna, qui est une espèce d'Europe orientale jusqu'en Italie. Et en France, il y a 2 spots, un dans le Var et un dans Paille-Olive au sens large, qui déborde quand même un petit peu vers le Gard, un petit peu vers Vallon-Pont d'Arc. Mais grosso modo, Paille-Olive est l'épicentre, et c'est les localités les plus à l'ouest pour cette espèce qui est beaucoup plus orientale, quoi. Ce côté carrefour biogéographique, alors il y a aussi le fait que du fait de son lapia profond, avec des grands rochers, historiquement, il y a toujours eu un noyau forestier préservé, même aux pires époques, à la fin du 19e siècle, où il y a eu la plus grande déforestation de la France. On a beaucoup reforesté. La France d'aujourd'hui est beaucoup plus forestière que celle d'il y a 100 ans.
D'ailleurs, on a entre autres replanté parce que le déboisement avait induit des inondations catastrophiques. Donc à la fin du 19e, on a pris des premières grandes prises de conscience écologiques et on s'est rendu compte qu'il fallait reforester les Cévennes pour éviter les inondations catastrophiques. Mais Paille-Olive n'a pas été reforesté pour ça, mais tout simplement à cause de l'abandon, c'est-à-dire l'exode rural d'après la guerre de 14 et le coup de grâce à la civilisation rurale ardéchoise au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc exode rural, abandon. Et c'est tout simplement l'abandon des parcelles qui a fait que la forêt s'est réétendue. Mais les travaux historiques de Jean-François l'ont montré, il y a toujours eu un noyau forestier à Paille-Olive. Paille-Olive n'a jamais été intégralement déforesté. Et c'est ces noyaux forestiers qui sont restés, qui ont servi de refuge au maintien d'une très très riche faune saproxylique. Refuge qui n'a pas existé ailleurs. On a eu une concentration de vieux chênes, les fameux chênes têtards, et de chênes inaccessibles dans les vieux lapias et de zones qui sont restées forestières, qui ont permis à toute une faune et une flore saproxylique de se maintenir dans ces noyaux forestiers anciens préservés. Et à partir de là, les noyaux forestiers, enfin les forêts plus jeunes de zones d'extension de Paille-Olive, ont bénéficié de cette conservation locale de biodiversité qui a permis de s'étendre. Et là où on le voit très bien, c'est dans ce secteur ici où on est adossé au cœur du bois de Paille-Olive et où il y a toujours eu un noyau forestier préservé à travers le temps. Parce que la cétoine bleue, pour qu'elle soit là, il faut non seulement que le milieu lui soit favorable aujourd'hui, mais il faut qu'il lui ait été favorable dans le passé. Il faut qu'il y ait une continuité de la qualité du milieu dans le temps. C'est d'ailleurs donc ce caractère continuité du milieu dans le temps est important parce qu'on a beaucoup de chênaies sur calcaire dans le Gard et en Ardèche. Mais tous les 30 ans, elles sont coupées à blanc pour faire du bois de chauffage. Et ça, c'est très mauvais pour conserver la biodiversité riche en saproxylique. Pour qu'il y ait une bonne biodiversité en saproxylique, il faut conserver de vieux arbres creux. Ouais. Mais quand on coupe les arbres à blanc tous les 30 ans, et qu'après, quand ils ont le diamètre de ma jambe, on les coupe à nouveau, 30 ou 40 ans plus tard, on ne peut pas conserver cette biodiversité. C'est très pauvre, en fait. Il ne reste que des espèces banales adaptées à des arbres de petit diamètre. Mais n'oublions pas que Paille-Olive est un écocomplexe. Donc, il y a eu conservation de milieux aquatiques, conservation de milieux ripicoles, conservation de ripisylves, conservation de milieux ouverts, conservation de milieux forestiers, conservation de milieux souterrains. Alors, toute cette mosaïque de milieux très différents, il y a eu de l'élevage jusqu'à aujourd'hui, donc avec faune coprophage. Il y a toute une faune de mammifères sauvages avec tous leurs parasites induits, tous les animaux, tous les insectes parasites. Et les insectes coprophages qui vont avec. Donc il y a un écocomplexe comme Paille-Olive, c'est une mosaïque de milieux très diversifiés et qui ont finalement eu la chance d'être relativement bien préservés dans leur intégrité et dans leur diversité à travers le temps. C'est peut-être cette continuité de la préservation dans le temps qui explique que par exemple c'est beaucoup plus riche ici qu'un peu plus au nord sur le plateau des Gras, où régulièrement les arbres ont été coupés à blanc sur des kilomètres carrés, et donc ça c'est très désastreux pour la biodiversité. Même si les chênes ont repoussé, une grande partie de la biodiversité a été perdue au moment des coupes à blanc. Alors qu'ici, il y a toujours eu ce noyau forestier important par sa surface et dans cette continuité à travers le temps. Parce que quand il y a des milliers de propriétaires sur une petite surface, ils ne font pas tous les mêmes bêtises en même temps. Donc il y en a toujours un qui ne va pas couper ses arbres alors que l'autre à côté va tout couper à blanc. Et celui qui ne va pas couper ses arbres, il va peut-être mourir, son héritier va s'en foutre. Il y a des propriétaires qui ne savent même pas exactement les limites de leur parcelle, qui n'y mettent jamais les pieds, ils laissent vieillir leurs arbres. C'est formidable. Et puis il y a eu cette pratique des chênes têtards qui faisait que de toute manière, même aux époques les plus déforestées, et même dans les endroits les plus déforestés, on gardait des vieux sujets. Et ces vieux sujets ont préservé la cétoine bleue et le cortège saproxylique, par exemple. Il faudrait passer dans tout le secteur entourant Paille-Olive à l'agriculture biologique. Parce que à des kilomètres de distance, les pesticides employés tuent les papillons. On sait par exemple, quand on élève des vers à soie, que s'il y a des traitements des cultures à quelques kilomètres des mûriers dont on prélève les feuilles pour nourrir les vers à soie crèvent à des kilomètres de distance des cultures. Donc vous imaginez, les papillons sauvages, ils subissent le même sort. Donc évidemment, passage dans la région à l'agriculture biologique. Suppression des éclairages publics, limitation de la surfréquentation des milieux aquatiques, arrêt de l'urbanisation sauvage du plateau des Gras.
avec les pollutions induites que ça peut amener pour les eaux souterraines. Suppression active des décharges sauvages et des décharges qui ont pu avoir lieu ça et là sur le plateau, qui sont très polluantes pour les eaux souterraines. Donc là, il y a des efforts à faire. Mais dans l'ensemble, tel que les choses sont aujourd'hui, il y a déjà d'énormes atouts, même en ne faisant pas plus que ce qu'il y a aujourd'hui. La meilleure protection, c'est la prise de conscience par tout le monde que c'est patrimonial. La notion de patrimoine n'est pas si ancienne finalement. Au XIXe siècle, on n'avait pas conscience que nos cathédrales, nos églises romanes, nos vieux châteaux avaient une valeur. Et il a fallu quelques intellectuels pour dire mais ça c'est précieux, il faut le préserver, il faut restaurer nos vieux monuments, nos vieux châteaux, nos vieilles cathédrales, nos vieilles églises romanes. Même encore dans les années 60, les églises romanes n'étaient pas à la mode et on laissait de la sculpture romane et des vieilles chapelles se dégrader. Ce n'est qu'au cours des 40 dernières années qu'on s'est rendu compte que le roman c'était un des fleurons de notre patrimoine et qu'on s'est mis à le protéger à son tour. Mais de la même manière, il y a une prise de conscience encore insuffisante que Paille-Olive, c'est une cathédrale de la nature. C'est prendre conscience de notre patrimoine et en fait, c'est une question de prise de conscience. C'est vraiment tragique ce qui se passe dans les stations. Va donc rencontrer Paul Bousquet. Il t'en dira plus. Le principal problème qu'il y a par rapport à la contamination des eaux par donc des microbes qui viennent des excréments. Concrètement, c'est ça, les fosses septiques qui, dans beaucoup de cas, n'ont pas d'épandage, donc il n'y a pas un compostage suffisant de la matière organique des excréments, donc surtout quand il pleut, il y a un débordement et on retrouve la même chose au niveau des centrales d'épuration. Alors, on parlait tout à l'heure des problèmes liés à la surfréquentation touristique, la suroccupation estivale, d'avoir tout d'un coup la nécessité d'avoir, il faudrait des capacités plus grandes, mais est-ce que ça vaut le coup pour 2-3 mois par an d'avoir des surcapacités et surtout de les financer, alors que le reste du temps, l'occupation par la population locale est bien moindre. Les centrales donc limitées et une absence de réseau séparatif pour les eaux pluviales et les eaux d'égout. Ça, c'est un gros problème ici, en tout cas dans le sud Ardèche, je ne connais pas la situation partout. À savoir que quand il pleut, donc on a des réseaux qui sont non séparés, ça veut dire que ça part dans les égouts, ça veut dire que la centrale qui déjà en période estivale est limite de fonctionnement ou est même en déficit par rapport à ce qu'il faudrait qu'elle traite comme eau, donc on a une accélération des temps de passage dans les bassins et le reste, et bien on va se retrouver avec un afflux brutal, comme il n'est pas gérable par la centrale, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça part directement dans des déversoirs, dans des ruisseaux. Donc on parle de ces contaminations fécales, de l'inquiétude que ça peut susciter, mais globalement, est-ce que c'est vraiment inquiétant? On dit souvent que la mer a un pouvoir d'auto-épuration phénoménal, ben, les rivières, moins phénoménal peut-être, mais il existe, à savoir qu'il y a beaucoup de micro-organismes, il y a des bactéries, il y a des algues qui parfois nous embêtent à cause de l'eutrophisation, parce qu'on glisse dessus et que c'est pas très ragoûtant de se baigner, mais en tout cas elles font un travail par rapport à ces contaminations bactériennes. Je ne dirais pas que c'est naturel qu'il y ait de la mer de mer, avec les profondeurs qu'il y a, cette eau qui coule sur des galets avec une faible épaisseur et qui a passé des kilomètres au soleil, eh bien on a un nettoyage de l'eau qui se fait, en tout cas des bactéries qui ne sont plus vivifiables, comme on dit. On ne peut pas les ranimer parce qu'elles ont été abîmées par les ultraviolets. En tout cas, ces contaminations sont transitoires, qu'il s'agisse de faire de l'eau potable avec ou de se baigner, malgré les contaminations fécales régulières liées aux orages ou à la surfréquentation touristique et malgré l'étiage, malgré des niveaux d'eau très bas, on a quand même globalement un bon état écologique des eaux, à savoir que quand on fait des contrôles sur les pesticides ou les hydrocarbures, le plus souvent, on peut dire qu'il n'y en a quasiment aucun qui dépasse les seuils de détectabilité. Alors les crèmes solaires, pour moi, c'est quelque chose de quasiment inutile, globalement. À savoir que quand il y a eu des études de fait sur les anciennes crèmes solaires en tout cas, on n'a pas prouvé jamais que ça diminuait le risque de faire des cancers de la peau, c'est le but. Et il vaut bien mieux se protéger du ultraviolet avec des vêtements, des chapeaux, surtout pour les petits enfants, parce qu'on sait que les coups de soleil jusqu'à l'adolescence ont des répercussions plus tard. Donc ces crèmes solaires, elles surnagent, parce qu'on conseille de les passer toutes les 3-4 heures après chaque bain, sans parler de celles qui sont maintenant modernes et industrielles à base de nanoparticules,
qui est dedans du titane, du zinc, de l'oxyde de zinc ou d'autres. Bon, les crèmes qui, avec un haut indice, font du blanc sur la peau en général, parce qu'elles sont à base de mica et de minéraux, sont moins embêtantes, y compris au niveau environnemental et pour la santé, que ces crèmes qui sont absorbées, parce que ces nanoparticules pénètrent la peau. Alors quand on les applique, ça ne se voit pas, ça ne laisse pas de blanc, mais au niveau sanitaire, c'est quand même pas terrible. Et après, bon, il va falloir que la rivière auto-épure ça aussi, même s'il n'y a pas d'hydrocarbures. La cosmétologie, c'est un gros pollueur. C'est un gros pollueur de la planète, c'est déjà pas justifié les prix qui sont pratiqués, parce que souvent on achète de l'eau et de l'huile à un prix d'or. Pour moi, c'est une des plus belles escroqueries qu'on ait jamais inventées. Alors ça a toujours existé, nous sommes d'accord, mais on peut assez simplement fabriquer des crèmes de soins si on a la peau sèche. Globalement, quand même, les crèmes solaires vont augmenter le temps d'exposition, donc augmenter les risques liés aux ultraviolets, et elles n'apportent pas grand-chose au niveau sanitaire, et elles contaminent les eaux. C'est vraiment trop nul qu'on pollue cette belle rivière. Rassure-toi, ce n'est que très récent cette pollution. Bien d'autres civilisations ont été là avant toi et n'en faisaient rien. Quoi? Tu veux dire qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient avant nous ici? Évidemment. Si ça t'intéresse, retourne vite voir Olthof. Ok. Sur l'histoire ou la préhistoire de Paille-Olive, donc c'est toute la question, disons, de l'impact humain sur ce site. À la préhistoire, en gros, on peut dire que c'est habité. Hein. On a évidemment les dolmens qui nous restent, qui sont des sépultures, mais qui indiquent qu'il y avait une population. Hein. Alors on peut évaluer ça très grossièrement, mais peut-être que sur l'ensemble du plateau de Paille-Olive et des Gras, qui fait 16 000 hectares à peu près, hein, on aurait peut-être 3000 personnes, en gros, comme un petit bourg aujourd'hui, hein, sur cet ensemble. La pierre est plus importante que le bois pour les constructions. Ce n'est pas un pays ici où on a de belles charpentes, hein, on a par contre des constructions en pierre magnifiques. C'est vraiment, on a parfois des piquets de vigne qui sont en pierre, pas en bois. Donc visiblement c'est le pays de la pierre ici. Donc une population qui a certainement eu un impact sur le milieu naturel, mais qui est quand même difficile à évaluer, et qui ne devait pas être quand même aussi forte que ça a pu l'être dans le Languedoc. Ensuite, pendant l'Antiquité, le Moyen-Âge, le début des temps modernes, on peut dire rapidement que ce sont des lieux vides, une sorte de réserve seigneuriale. La situation change un peu déjà vers le milieu du XVIIe siècle, où il y a des hameaux qui commencent à se constituer. Ensuite, à partir du 1750 exactement, c'est le début de la révolution industrielle en fait. Mais là, il y a la promotion de la culture du mûrier, de toute l'industrie de la soie, et aussi la vigne qui se développe. Hein. Alors, de ce fait, il y a des masses qui vont se construire sur les Gras. À partir de ce moment-là, il y a quand même des implantations agricoles actives, dynamiques, une population plus importante, donc il y aura quelques impacts plus forts sur le bois, en matière d'exploitation, bois de chauffage, parcours de pâturage, même si ça reste limité. Par contre, il y a l'extension de la vigne. On voit sur la carte de Cassini, qui est de 1781, que la vigne occupe de grandes surfaces et essaie de pénétrer un peu dans le bois, dans le parti ruiniforme. Alors c'est un vignoble, je dirais, à caractère spéculatif, sur un terrain assez mauvais, et très vite ce vignoble a péri avec le phylloxéra, ou même un peu avant déjà, donc il s'est effondré. Et c'est assez frappant, dans le bois, le ruiniforme, les vignobles qui étaient relativement abondants sur le cadastre de 1830, ont disparu après. Il y a eu une succession d'emprises et de déprises, hein, dues surtout à la vigne. En fait. Sur les Gras, des plateaux rocheux qui n'avaient jamais été cultivés, on va les conquérir, c'est-à-dire qu'on va dérocher, on ne se contente pas d'épierrer, on soulève les plaques calcaires, hein, qui sont les casses, et ça permet de faire des murs ou des granges très belles, très régulières, de très beaux ouvrages. Et là, il y a des endroits où on a fait ça, il y a des millions de tonnes de pierres qui ont été développées. Et quand on les voit aujourd'hui, on est un petit peu étonné de la masse de travail que ça a demandé. Cette économie quand même spéculative est très fragile en fait.
que la colonie, on a aujourd'hui ces kilomètres et kilomètres de murets sur les grappes. Ils sont du 19e siècle, début 20e éventuellement, mais la plupart ne sont pas plus anciens. À part des drives, quelques murets de clôture, mais les énormes bocages de pierre qu'on peut constater aujourd'hui encore datent de cette époque-là. L'histoire de l'Ardèche du 19e, 20e, c'est une succession d'opérations de ce genre, qui généralement échouent. Dis donc, on en apprend des choses avec toi. Il y a d'autres personnes qui t'étudient? Bien sûr, il y a des chercheurs et des stagiaires qui m'étudient. Par exemple, peut-être que tu aimes des chauves-souris, non? Ben, j'en ai jamais vu, donc je peux pas te dire. Va rencontrer Julie et Anya. Tu en verras avec elles, c'est sûr. Allez. Je m'occupe de la répartition des chauves-souris autour du bois de paille-olive, car on a beaucoup d'informations dans le bois, dans les cavités. Il y a eu pas mal de projets qui ont été réalisés. Mais dans les villages en dehors du bois, on ne connaît pas encore très bien leur répartition ni leur mode de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un suivi de cette espèce tout au long de l'année. Cet appareil est un écolocalisateur qui sert à identifier les espèces de chauves-souris par rapport à leur écolocalisation. Bonjour Romain. En parallèle, il y a de la sensibilisation au public, du plus jeune âge jusqu'au plus vieux, par l'information des caractéristiques de la chauve-souris, de ses modes de vie. Alors, cette espèce est inscrite en liste rouge et du coup il est primordial d'informer le public sur sa présence et de pouvoir par la suite la protéger encore mieux. J'ai aussi un deuxième projet qui consiste à mettre en place des protocoles chez les particuliers, chez eux, donc qui sont volontaires pour participer. Ces protocoles sont sur les insectes que l'on peut trouver dans les jardins et ils ont pour objectif de répertorier les espèces qui sont présentes dans les jardins en Ardèche. Ouais, ce qui est vraiment spécial dans le bois de paille-olive et tout le secteur, c'est le côté karstique pour les chauves-souris. Et ça, c'est vraiment très spécial. Déjà, il n'y a pas énormément ce genre de trucs dans le coin. Et pour les chauves-souris, ça fait des habitats exceptionnels à cause de tous les trous, les fentes, les grottes. Il y a des kilomètres de grottes en dessous. Et non seulement donc, il y a ce côté karstique qui est formidable, et en plus, par-dessus de ça, il y a une nature quand même relativement bien préservée, et en particulier des zones vieilles forêts, de vieilles chênaies. En plus, il y a des beaux cours d'eau, donc elles ont où s'abreuver. Et donc il y a des possibilités de gîtes qui font qu'on a des belles colonies, notamment le long du Chassezac. Il y a des très jolies colonies de murins de Cappuccini et de Rhinolopherial en particulier, qui est donc l'espèce sans doute la plus rare dans le coin. Et aussi grand rhinolophe, aussi du grand murin, puis petit murin, des espèces comme ça qui sont plus inféodées aux grottes. Et ensuite dans les arbres, il y a pas mal de choses aussi. Donc tout ce qui est vieux arbres, les vieux troncs, écorces décollées, etc. Donc tout ce qui est forêts qui ne sont pas exploitées, avec des vieux individus un peu décrépits, avec des trous de pique. Tout ça, ça donne aussi beaucoup de gîtes. Alors les chauves-souris, donc ici en gros elles sont bien, mais il y a quand même des petits soucis. Les petits soucis sur les chauves-souris, c'est la fréquentation des grottes en hiver, pendant l'hibernation. Quand quelqu'un passe un peu près de la colonie, il peut y avoir des affolements et les petits peuvent se décrocher et tomber, et là il n'y a pratiquement plus rien à faire, quoi. Si un petit perdu fait comme une chauve-souris, mais un petit au monde par an. La fréquentation hivernale des gîtes, notamment des grottes, des gîtes hypogées, pose le problème qu'ils dérangent les chauves-souris en hibernation. Et quand on réveille une chauve-souris en hibernation, ou même quand on ne fait que de la réveiller à moitié, elle consomme énormément d'énergie pour remonter sa température
à la température d'activité, et aussi pour accélérer son cœur, etc. Et en fait, c'est de l'énergie qui est prise sur son capital, qu'elle a mis de côté justement pour passer l'hiver. Et en fait, elle finit l'hiver extrêmement amaigrie et affaiblie, et elle peut très bien mourir en fin d'hibernation. C'est d'ailleurs le problème qui a été posé par les grandes campagnes de bagages qu'il y a eu dans les années 1940-50 par là, qui ont donné des résultats très intéressants après coup, mais en fait il y a eu énormément de mortalité à ce moment-là, parce qu'ils trouvaient beaucoup plus facile évidemment de baguer les chauves-souris pendant qu'elles étaient en hibernation, parce qu'elles sont faciles à attraper. Donc ils les attrapaient par grappe, quoi, et les baguaient, et puis en fait il y a eu une grosse mortalité à cause de ça, et ce qui a fait que le bagage était interdit en France pendant longtemps. Et sinon, l'autre problème, en fait, c'est surtout lié donc à l'agriculture, c'est tout ce qui est pesticides. Alors ça, c'est pas vraiment dans le paillolive au sens strict, qui est pas vraiment cultivé, mais par contre, il y a des plaines autour qui sont cultivées, notamment avec la vigne et puis d'autres cultures. Il y a du maïs, du tournesol, tout ça. Et bon, là, quand même, c'est bien arrosé de pesticides, forcément. C'est quand même l'habitude générale là, en ce moment. Et là, ça peut impacter les chauves-souris, soit directement parce qu'elles absorbent les pesticides que les insectes ont absorbés, soit indirectement, tout simplement en diminuant la quantité d'insectes, ce qui est quand même le but des pesticides, mais le problème c'est que ça fait moins à manger pour les chauves-souris. Il y a aussi le problème, encore une fois, de pesticides au niveau des charpentes dans les bâtiments. Les gens qui traitent les charpentes, notamment par peinture de surface, là ça peut, en fait, ça peut rentrer directement dans l'organisme de la chauve-souris si elle se bloquait contre la charpente, comme il y a pas mal d'espèces qui aiment faire ça. Là, ça ne va pas être en hiver, ça va être le reste de l'année. Et à cause de la grande surface de peau des ailes, en fait, elles ont une grosse surface de peau en contact direct avec le bois. Et donc, du coup, il peut y avoir pénétration assez facile des pesticides dans l'organisme. Toujours au chapitre des pesticides, il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est les élevages. Évidemment, les propriétaires de ces animaux traitent leurs animaux avec des vermifuges, notamment l'ivermectine. Et ça pose des gros problèmes après. Les chauves-souris mangent les bousiers. Parce que donc le vermifuge sort, il est dans les crottes, les crottins. Et il y a des problèmes aussi de contamination par là. Maintenant, mon petit bonhomme, je te propose d'aller découvrir mes sous-bois autrement. Il va falloir être discret si tu veux voir les animaux. Marchez doucement pour ne rien déranger, car ici tout est à sa place.
I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this soul that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know I've got this life in the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling, say